Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité régionale, ce soir, une subvention qui fait des vagues au sein de la filière pêche. La prolongation de l'aide carburant jusqu'au 15 octobre suscite des réticences chez les marins-pêcheurs. La professionnalisation de la filière est une nouvelle fois pointée du doigt. Marie-Galante, à l'heure du bilan, après le festival Terre de Blues, que retient la Grande Galette? Quelles sont les retombées économiques, les couacs? 2 semaines après l'événement, notre correspondante nous dira tout. Le concours académique de calcul mental, 17 000 élèves au départ et une poignée à l'arrivée. Ambiance studieuse dans les locaux de Guadeloupe la première ce matin, où 27 finalistes de BMAO ont participé aux épreuves. Et puis une championne au grand cœur, Lorina Fazer, a fait une dotation d'équipement au club de la Juventus de Sainte-Anne. La joueuse de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain a voulu rendre hommage à la commune de son père. C'est une bonne nouvelle, pourtant elle est loin de séduire l'ensemble des marins-pêcheurs. L'aide carburant a été prolongée jusqu'au 15 octobre. Un nouveau décret a été publié au journal officiel du 5 juin. Cette aide supplémentaire pourrait prendre la forme d'une subvention de 20 centimes par litre, versée directement sur présentation des factures. Mais alors pourquoi ces réticences autour de cette mesure? Eric Stimfling. 77 centimes d'euros, tel est le prix du litre de super sans-plomb pour les pêcheurs professionnels depuis le 1er juin. Un sans-plomb détaxé, soit 1 euro de moins par rapport à celui payé par les automobilistes, auquel vient s'ajouter désormais un coup de pouce supplémentaire de la part du gouvernement. Le 5 juin dernier, un décret signé par la Première ministre crée une aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche. Cette subvention directe est calculée sur les achats de carburant réalisés par chaque professionnel depuis le 16 février jusqu'au 15 octobre prochain. Il s'agit en réalité de la 3e version remaniée d'un dispositif créé voilà plus d'1 an en réponse au blocage du chenal du port de Pointe-à-Pitre par les pêcheurs guadeloupéens. 1 an plus tard, la colère est retombée, mais le dispositif, pourtant très favorable, est loin de séduire les 610 armements à la pêche que compte l'archipel. Sur les 183 dossiers déposés, seuls 106 ont été validés. Ces derniers se sont partagés la somme de 183 000 euros. Sur les quais du port de Sainte-Rose, la plupart des pêcheurs rencontrés ce matin indiquaient ne pas être au courant du dispositif. Je pense qu'il y a certainement eu un amalgame puisque comme on avait droit à une baisse de l'État directement à la pompe. Donc je pense que ça a été, il y a eu un méli-mélo dans la tête de certains pêcheurs, dont moi. Donc là on va essayer de faire le nécessaire pour pouvoir bénéficier puisque par période c'est quand même 1000 litres de carburant par semaine. Donc ça fait, oui. Ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence, ça fait la différence, c'est sûr. C'est quelque chose de très bien. Et il faut juste faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier et voir où il y a un problème, si les gens ne connaissent pas ou bien si peut-être qu'il faut trop de papier, pourtant j'ai pas l'impression, mais je ne sais pas, il y a quelque chose il y a un problème qui s'est posé quelque part. Au comité régional des pêches, on explique le peu de succès du dispositif par les contraintes administratives. Ça reste toujours la partie un peu plus compliquée à la pêche, c'est la partie administrative. Vous avez toujours des pêcheurs qui sont toujours réticents à amener tous les documents, même s'il y a un vrai accompagnement pour postuler à ces aides. Après, vous avez un petit retard aussi de paiement qui, des fois, peut décourager les entreprises à postuler. Vous avez aussi une génération qui n'a pas pris en charge, notamment, qui n'a pas passé le palier entreprise de pêche. Et avec cette génération, c'est un peu plus compliqué, surtout qu'elle compose aujourd'hui plus de 35% de la population des pêcheurs. Reste maintenant à attendre la publication des arrêtés ministériels. La filière pêche espère un remboursement jusqu'à 20 centimes du prix du litre du carburant. En bref, maître Charles Nicolas a été convoqué aujourd'hui en Martinique dans le bureau du juge d'instruction en charge de son dossier. Il était reproché à l'ancien double bâtonnier des manquements présumés à son contrôle judiciaire. Aucune déclaration n'a été faite à la sortie du bureau du juge. Charles Nicolas devrait rentrer dès ce soir en Guadeloupe. Un retour triomphal après 3 ans d'absence. Le festival Terre de Blues a été une nouvelle fois une aubaine pour l'économie de Marie-Galante. Les restaurateurs se frottent les mains, plus de 2000 festivaliers, près de 500 voitures supplémentaires en circulation. Mais tous ne partagent pas le même enthousiasme. Reportage de Lise Olmar. De l'extraordinaire à l'ordinaire. L'habitation Murat réinvestit ses habits de paisibilité. Mais
Le festival plane encore dans les mémoires. Un peu plus loin, près de la gare maritime de Grandbourg, la véritable porte d'entrée de cet événementiel, cette 21e édition vécue comme un cru d'exception. Il y avait du monde pour ça. Et moi, j'ai même eu peur parce que j'ai dit, mais elle même pas plonger. Ça, je l'ai pensé. Même état d'esprit pour ces tout nouveaux repreneurs, pour qui le festival fut un régal. Nous venons de reprendre le restaurant et nous sommes totalement entrés dans la ferveur, dans les préparations. Ça a pris un petit peu, on était un petit peu stressés quand même, mais on a su gérer. Autre resto incontournable qui a fait le plein et qui ne s'en plaint pas. Là aussi, le Terre de Blues est encore à l'affiche comme inscrit définitivement dans les murs. Mais cela dit, tout était quand même centralisé là. Tout était fermé, donc c'est vrai que ça faisait un seul gros village. Centralisation, concentration de population. Philippe Bavardet, président de l'association des commerçants et prestataires de services, s'interroge. Espère une meilleure gestion à venir de cet événementiel et prie le ciel pour qu'on l'entende. Il y a eu plus de 300 nouvelles voitures qui sont montées, donc le parc automobile qui est déjà de location plus de 250, il y avait 300 supplémentaires, ça faisait 500, donc ça a augmenté la pollution. Des voitures, oui, mais l'installation de ces bornes pour limiter le dépôt de déchets sauvages. Et c'est là la grande fierté de la communauté des communes de Marie-Galante qui tient à le souligner. On a mis en place un plan de traitement des déchets en amont, avec un dispositif qui a été mis sur les points névralgiques, le château, le village, les grosses soirées. Mais lorsqu'on s'éloigne de Grandbourg, en direction de Capesterre, c'est un tout autre décor et ce n'est pas forcément les sargasses qui agacent. Pour ce restaurateur, le festival est certes un épisode majeur, mais très mal réparti sur l'ensemble de la Grande Galette. Je trouvais justement que c'était un peu trop centralisé, puisque quand on regarde un peu la configuration du port dans son état, et en plus il y avait des travaux, donc on aurait pu faire un petit effort pour pouvoir répartir un peu plus les animations sur le territoire et permettre aux gens de circuler un peu plus sur le territoire Marie-Galante. À Saint-Louis, ce même sentiment d'être en marge s'exprime. Un quai désertique, un bord de mer paisible et cette restauratrice qui s'exprime également sur cette question. On a travaillé parce qu'on avait fait à la base, on était parti sur des journées à thème, mais ça aurait pu être mieux. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait beaucoup, tout était concentré sur Grandbourg, malheureusement, et c'est dommage, je dis ça tout le temps, c'est dommage, parce qu'on a 3 communes, on aurait pu mettre un petit peu à Capesterre, un petit peu à Grandbourg, mais tout était sur Grandbourg, donc il y avait moins de monde. Si les retombées économiques du festival semblent réelles, en revanche, les 3 communes n'ont pas dégusté le gâteau musical de la même manière et ont peut-être un léger blues. Et voici un outil destiné à améliorer nos pratiques constructives. L'Université des Antilles a présenté le premier plateau technique pour bâtiments durables en milieu tropical, le BPOSDOM pour bâtiments à énergie positive dans les DOM. La plateforme permettra de définir des services adaptés à nos environnements. Des précisions avec Michel Geoffroy, le président de l'Université des Antilles. Il est interrogé par Bruno Panciot-Villon. Il s'agit d'un projet phare pour l'Université des Antilles, mais plus largement pour la Guadeloupe, qui arrive aujourd'hui à maturation, qui a été mûrement réfléchi pendant plusieurs années et qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est-à-dire mieux construire et si possible arriver à des bâtiments plus économes en matière d'énergie, voire à énergie positive. C'est un projet qui est porté par un professeur de l'université qui est accueilli par un laboratoire de recherche de l'Université des Antilles, un laboratoire en géosciences. À terme, il s'agit que l'ensemble du territoire puisse bénéficier, donc notamment des logements sociaux, mais pas uniquement, puisse bénéficier des avancées technologiques qui seront le fruit de ces recherches et de ces expérimentations. L'occasion d'évoquer la saison cyclonique. La préfecture tenait ce matin une conférence de presse pour présenter les prévisions de phénomènes pour 2023. Les capacités d'intervention de chaque opérateur ont été dévoilées ainsi que le plan hors sec. L'occasion de rappeler les conduites à tenir en cas de phénomène majeur. Thierry Humbert, le directeur de cabinet adjoint du préfet, toujours au micro de Bruno Panciot-Villon. Pas d'annonce et pas vraiment de changement, mais beaucoup
de rappel qu'une saison cyclonique se prépare, qu'il y a des gestes et des réflexes à avoir. Lorsqu'on est à domicile, des réflexes tout simples, on garde une radio avec des piles à proximité, on a de l'eau, on a bien sûr des aliments énergétiques, on prépare ses papiers dans le cas où on devrait partir. On a quelques outils de base. C'est l'ensemble de ces éléments qui seront rappelés cet après-midi et qui doivent être diffusés très largement auprès de la population. Bien sûr, nous allons communiquer très largement au travers des différents sites et des nouvelles technologies d'information et de communication, Facebook, Twitter, Instagram, et puis relais, bien sûr, au travers de l'ensemble des médias, presse quotidienne et télévisée. En bref, la proposition de loi des députés Olivier Servat et Max Mathiazin sur la continuité territoriale adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, une proposition visant à lutter contre l'augmentation des prix des billets d'avion. À l'Assemblée nationale, toujours, Lyotte retire sa proposition sur la réforme des retraites, une mesure forcée selon les parlementaires. Il ne restait plus rien dans le texte, la plupart des amendements ont été jugés irrecevables. Antoine Defive, Thomas Chevalerias. Les 21 députés du groupe Lyotte brandissant la Constitution devant la présidente de l'Assemblée nationale. À l'aube de sa niche parlementaire, le groupe est contraint de retirer son texte d'abrogation de la retraite à 64 ans. Nous avons brandi la Constitution, une Constitution qui dit que nous avons le droit de voter, que le vote passe par le Parlement, ce qui n'a pas été fait du tout sur cette réforme des retraites. En cause, Yaël Braun-Pivet qui, elle, a brandi la veille l'article 40. Il proscrit toute proposition créant une charge supplémentaire pour les finances publiques. Les amendements sont donc déclarés irrecevables. J'adhère à 100%. L'amendement, l'article 40, à partir du moment où ça coûte 1 centime et que ce n'est pas budgété, c'est la Constitution. On applique les règles de la Constitution. Elle est bien faite. Non, à notre sens, elle n'a pas été respectée. La preuve, c'est le rétropédalage de la présidente de l'Assemblée nationale. En 15 jours, elle a rétropédalé. Ça veut bien donc dire qu'il y a eu une intervention de l'exécutif sur le législatif. Une séparation des pouvoirs qui n'est plus d'actualité d'après l'opposition. À l'inquiétude, vous nous avez empêchés de voter. Vous avez osé le faire, mais vous êtes devenus complètement fous. D'après eux, ici au Parlement, les députés ne font plus la loi. On fera des recours au niveau national, mais aussi au niveau européen et de la Cour de justice internationale, parce que nous estimons que la démocratie française a été bafouée aujourd'hui. Les députés ont été bafoués dans leurs 2 missions, droit de déposer une PPL, droit de faire des amendements. Après son appel du 8 juin, Lyotte bat en retraite. La France insoumise prend le relais et va déposer une motion de censure contre le gouvernement. Et l'on revient ce soir sur le 17e congrès des élus de l'archipel. 153 préconisations de résolution adoptées avec en ligne de mire, bien sûr, le comité interministériel des Outre-mer, prévu le 3 juillet prochain. Alors, que faut-il retenir de cette journée? Le résumé de Lydia Quérin, Alexandre Ouda et Christian Danquin. À l'article 1, de demander au gouvernement d'inscrire la Guadeloupe dans le projet de réforme constitutionnelle. Résolution adoptée à l'unanimité. La première acte les 153 préconisations présentées par les rapporteurs. Développement économique, continuité territoriale, santé et solidarité. Le spectre est large. Des sujets qui intéressent la population. On n'a pas parlé que de l'évolution statutaire ou institutionnelle. C'est un congrès qui a eu vraiment du sens. Moi, j'y ai assisté aux 16 premiers congrès depuis 2001. Je trouve que ce congrès a été de qualité. Nous devons accompagner ces décisions en tant qu'élus pour porter une réponse à nos populations. Nous ne pouvons pas porter toutes les réponses. Je pense qu'il y a des réponses sur lesquelles nous pouvons déjà travailler et sur lesquelles nous pourrions avancer déjà, ne serait-ce que l'insertion. On a parlé de la petite enfance. Dans les détails, on n'a pas parlé dans tout le détail, mais nous avons le vieillissement qui nous attend. Résolution numéro 2, fin du statu quo actuel des instances institutionnelles de l'archipel. Ensemble, les élus se donnent 6 mois pour avancer sur ce dossier très controversé. Nous ne sommes pas prêts. C'est de bonnes propositions des 153, mais les 153, c'est à un droit constant. C'est dans le cadre de la Constitution actuelle. On travaille pour M. Carinco et pour Mme Borne. On travaille pour M. Chalus et pour M. Losbar. Ça va leur servir pour faire des propositions et des délibérations. Mais en ce qui concerne le travail de législation, le travail de légiste, c'est-à-dire de rédiger la loi
Il n'y a rien. J'espère qu'après ces 6 mois, on pourra ressortir quelque chose de concret pour les Guadeloupéens, parce que c'est ce qu'ils demandent, un changement statutaire ou un changement institutionnel, une assemblée unique, en tout cas le vote prochain d'une assemblée unique. On verra, mais dans tous les cas, restons attentifs à ces travaux dans les 6 mois à venir. Quoi qu'il en soit, les élus l'assurent, la population guadeloupéenne sera consultée sur le sujet. Prochaine étape, le comité interministériel des Outre-mer. Rendez-vous le 3 juillet. Et ne ratez pas ce soir le débat sur la question institutionnelle et sur les préconisations de ce congrès dans Question Première, juste après ce journal. De nombreux invités ce soir autour de Claude Danican. Le rendez-vous est à 20h05. Les mathématiques comme un jeu pour devenir peut-être un génie. Près de 17 000 élèves du CP à la 6e ont participé ce jour au concours académique de calcul mental. 27 finalistes des écoles de BMAO ont passé les épreuves chez nous, ici à Guadeloupe la Première. Au programme, des exercices concoctés pour bien secouer les méninges. Alexandre Ouda, Ronnie Maletti. 3200 plus 240 plus 760. Concentrés, appliqués. Ces élèves de 6e étaient les premiers à faire travailler leur méninge ce matin. À 11 ans, Juanita a toujours été une amoureuse des calculs. Si aujourd'hui elle a trouvé la difficulté plutôt relevée, elle entend bien poursuivre ses efforts pour les prochaines éditions. C'est la première fois que je viens vraiment en finale comme ça. Comment s'est passé les fois précédentes pour toi? J'allais en demi-finale, j'étais confiante, mais soit j'arrivais 2e, 3e ou 4e. Elle aime ça, les mathématiques. C'est son quotidien. Même quand je l'envoie faire les courses, elle calcule au plus petit. Maman, fais attention pour ne pas trop dépenser. Donc oui, c'est une économiste presque. Et comme elle, ils étaient 26 élèves du 2e et 3e degré à se succéder devant ce jury. Chaque groupe avait entre 5 et 15 secondes pour répondre en fonction de la difficulté de l'énoncé, avec des parents autant, voire plus stressés que les petits, mais qui retrouvent vite le sourire une fois l'épreuve terminée. C'est une fierté. Nous étions étonnés, surpris de savoir que les deux étaient sélectionnés. Ils se sont préparés à l'école avec leurs professeurs, leurs maîtres et maîtresses, et aussi à la maison un petit peu en faisant des petits exercices de maths. Au total, ce sont 17 000 élèves qui participaient à ce championnat sur l'ensemble du territoire. Un concours qui bénéficie d'un engouement sans faille depuis 15 ans maintenant. Dans ma circonscription, on a 90% des écoles, voire 95% des écoles qui participent. L'engouement, on le mesure aussi lorsqu'on fait la finale de circonscription, où là on avait 120 sélectionnés, un peu plus de 120 sélectionnés. Et tous les enfants sont là, c'est-à-dire que lorsqu'on organise cette phase finale, en fait les parents doivent emmener leur enfant à un lieu précis et ça ne décourage pas les parents. Et le champion du jour, c'est Axel de l'école Robert Fréty à Petitbourg, qui a obtenu la note parfaite de 15 sur 15. Ce jeune garçon, qui rêve d'être scientifique, devra bientôt se frotter aux autres champions de l'île pour la phase finale à la fin du mois. Et bravo à Axel, bravo également à l'ensemble des sélectionnés. Elle fait partie des 26 sélectionnés pour la préparation de la Coupe du Monde féminine le 20 juillet prochain. Lorina Fazer, la jeune Guadeloupéenne, milieu de terrain au Paris Saint-Germain et de passage dans l'archipel. Elle s'est rendue à Sainte-Anne, la commune de son père, pour offrir des équipements sportifs aux jeunes du club de la Juventus. Un hommage à la commune de son père, justement. Rémi de France, Daniel Quérin. Une opération de séduction qui aura comblé les jeunes footballeurs U6 à U13 de la Juventus de Sainte-Anne. 130 enfants qui auront reçu l'équipement complet de l'apprenti footballeur, de quoi leur donner le sourire et des rêves pour la suite de leur carrière. J'ai bien aimé les habits qu'elle m'a donnés. C'était gentil de sa part. Ça me fait plaisir, mais bon, il y a aussi avec le stress, en me disant que je voudrais être comme elle bientôt. C'est incroyable d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, franchement. J'ai pas vu jouer, mais si elle est sélectionnée, c'est qu'elle doit très bien jouer, je pense. C'est la Titi parisienne, surnom de Lorina Fazer, qui a organisé cette dotation. Son papa est un peu à l'origine de ce choix. Bon, au début, on avait décidé un autre club. Après, ils ont vu avec moi. J'ai dit, bon, comme moi, je suis de Sainte-Anne, on va voir avec la Juventus. Lorina Fazer, vous ne la connaissez peut-être pas. Elle est pourtant aujourd'hui une des espoirs du football féminin. Milieu de terrain du PSG, elle était même l'année dernière la capitaine des Bleus en U20 lors du mondial au Costa Rica. Une source d'inspiration pour le foot guadeloupéen.
Dans le football masculin, je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui inspirent déjà les jeunes. Donc moi, ça serait plus dans le football féminin et j'espère qu'elles pourront s'inspirer et puis pouvoir suivre aussi ce que j'ai fait. Et l'aventure continue, elle vient d'être présélectionnée en équipe de France pour participer à la Coupe du monde de foot féminin qui se déroulera cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce 8 juin est aussi la journée mondiale des océans, une journée de sensibilisation pour la protection des écosystèmes marins. Jamais la température à la surface des mers n'a été aussi élevée. Avec le réchauffement climatique, les océans sont mis à rude épreuve. Le parc national œuvre au quotidien pour préserver ses ressources. Thierry Philippe. La santé des océans, une problématique d'actualité en cette journée mondiale des océans. L'accent est mis sur la sensibilisation des habitants de cette planète océan. Les enjeux sont importants et concernent la préservation des écosystèmes marins. Ça montre bien aussi toute la nécessité de s'impliquer pour protéger nos océans. L'océan recouvre les 2/3 de la planète, mais quand on raisonne en Guadeloupe, quand on va jusqu'à la zone économique exclusive, l'océan, c'est 90% du territoire de la Guadeloupe, donc c'est une valeur très très importante pour nous. Et au niveau du parc national, on a énormément d'actions concernant le milieu marin autour de l'archipel. Mike fait partie de l'association Vérif. Il vient de passer avec des bénévoles près de 8 heures en mer pour effectuer des acquisitions de données de la faune et de la flore marine dans le but d'échanger avec les scientifiques. Nous, là, sur cette opération, le Reef Check de Guadeloupe, avec l'association Vérif, on essaye d'avoir des données justement sur l'état de santé de ces récifs, donc savoir justement est-ce qu'il y a beaucoup de poissons ou pas. La thématique de cette année Planète Océan, les marée-changes, résume bien la nécessité de lutter contre les pollutions marines de toute nature débouchant sur l'océan. Karine en est consciente, elle vient en ces lieux faire de l'aquagym. La qualité de l'eau de mer est un atout indéniable. C'est une belle crique, il y a beaucoup de personnes, de seniors, et c'est très calme en fait. Pour nager, vous avez de beaux paysages. C'est une nature à préserver à tout prix. Le parc national, pour sa part, mène de nombreuses actions pour protéger le poumon bleu de la planète océan. Nous avons choisi d'aller à la conquête de cet océan, de ces mers, en les défendant. Contre les pollutions plastiques, contre les pollutions liées aux activités humaines et faire en sorte que les activités qu'il doit y avoir sont des activités de développement durable. La mer nourricière couvre plus de 70% de la planète et produit pas moins de 50% de l'oxygène. Le bien-être de la planète océan est entre les mains de chacun d'entre nous. C'est aujourd'hui qu'il faut penser aux générations futures. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Une subvention qui fait des vagues au sein de la filière pêche. La prolongation de l'aide carburant jusqu'au 15 octobre suscite des réticences chez les marins pêcheurs. La professionnalisation de la filière est une nouvelle fois pointée du doigt. Retour de l'information, 5h, Florence Péroumal. À 6h15, la grande interview. Luc Hubert Séjor, soldat à Libération à l'Esprit, sera l'invité de Claude Danican. 13h, Eddy Golapcan. 19h, Ludivine Gueuléolac. Tout de suite, Jackie Massico pour le journal créole, suivi du débat. Très belle soirée à tous sur notre antenne.